paysages agricoles, non? Et de la différence de la différence entre les paysages agricoles qu'on a en France et en Europe où il n'y a plus du tout de forêt, où tout est de la monoculture et tout, et où c'est vraiment la vision des gens de la campagne, que c'est cultivé et tout, et c'est un peu ça la vision de la nature, tu vois, genre la nature versus la ville, tu vois, où t'as la ville, où t'as les grands immeubles et t'as les trucs, et la nature c'est où t'as des champs de colza. Alors que ici en Bolivie, il y a encore vachement de vraie nature entre guillemets, quoi, tu vois. Et le problème, c'est justement que les vraies forêts tropicales, humides, les Chaco, la Chiquitania, tout ça, bah ça soit détruit pour faire des monocultures et pour faire des trucs comme ça. Et c'est peut-être pour ça que ça choque plus les gens, tu vois, en mode oh là là, la déforestation c'est mal. Et ça choque plus les occidentaux de dire ah regardez le Brésil. Je sais plus quel pays d'Afrique aussi a une déforestation énorme, la Bolivie et tout, c'est pas bien parce qu'ils tuent des habitats naturels, alors qu'en fait chez nous il y en a quasiment plus, quoi. Si, c'est pour ça, c'est ça qui me choque à chaque fois qu'on parle des problèmes environnementaux. Souvent la Amazonie elle est les centres du problème, non? C'est ça, c'est pas le poumon de la planète. Les poumons de la planète, les sources d'eau. Et si, c'est vrai pour nous, pour les continents latino-américains, je pense que c'est vrai, mais... Pas la source d'eau, oui. La source d'eau est la source d'oxygène. Parce que, bon, la évapotranspiration, comme on a vu dans la vidéo ce matin, c'est important, pues. Si tu as des arbres énormes, ils vont beaucoup plus évapotranspirer. Ouais, c'est giga important pour le cycle de l'eau. Et d'ailleurs, claro. je te coupe juste pour ça, mais t'as vu, il y a plein de projections climatiques qui disent que la forêt amazonienne, on va dire humide, enfin bon, bref, les forêts de par ici, il y a de fortes chances en fait que ça devienne, avec le changement climatique et la déforestation, que ça devienne en fait des prairies, parce que justement en fait, vu que c'est presque un cycle fermé en eau, la forêt amazonienne, genre elle évapore elle-même l'eau qui tombe après dans les Andes et qui revient dans la forêt ou qui tombe directement dans la forêt, c'est presque un cycle fermé. Et ben en fait, si tu coupes plein d'arbres et que le climat change un petit peu, et ben il y a des chances qu'il y ait plus assez d'eau pour supporter la forêt, donc que la forêt disparaisse encore plus vite, en plus de la déforestation, et donc ça produit encore moins d'eau pour supporter la forêt, et donc en fait ça va, tu vois, petit à petit collapser en... c'est sûr qu'il y aura des îlots encore de forêt, mais en gros ça fera plus du tout cette taille-là, quoi. Il y a plein de projections qui alertent un peu sur un point de bascule de la disparition de la forêt amazonienne, quoi. Si. Mais franchement, le futur, moi, ça m'enquiquine moins. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai, le futur, il y a tellement de schémas qui peuvent se suivre qu'on ne peut pas contrôler. Mais disons que pour l'aujourd'hui, moi, ça me gêne les discours qu'il y a autour de la conservation, de la déforestation et de tout ça. C'est pour ça que je te disais, pour moi, c'est choquant que pour une personne européenne ou occidentale, ça soit facile de dire la déforestation, c'est mal, mais qu'ils ne sont pas capables de voir qu'est-ce qu'il y a chez eux. Que c'est facile de pointer avec les doigts comment les autres ils font mal les choses, et je trouve ça plus choquant que le futur qui va arriver. Je sais pas quel chemin peut se suivre, parce qu'il peut y avoir plusieurs trucs. Il peut y avoir les chemins où les gens ils vont changer vraiment d'avis et on va faire quelque chose, mais quand même les environnements ils vont être différents. Ou il peut se donner que les chemins ça soit les mêmes qu'on a aujourd'hui et que tout va bousculer dans un scénario horrible. Mais les discours qu'on a aujourd'hui, c'est important de les décrypter et de parler de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que creo qu'aujourd'hui on s'est mis, toi et moi, sur la table pour parler d'un sujet que tous les deux on trouve assez intéressant, que c'est la chasse. Et c'est hyper différent en plus. Nos points de vue, non? En tant que toi bolivienne et moi français, non? Parce que les contextes ils sont différents, et c'est pour ça on a commencé avec les trucs de l'agriculture, parce que moi je disais que pour moi c'est choquant de voir les gens occidentaux de pointer les doigts et de dire ah, la déforestation c'est pas bien, alors que chez vous toute la déforestation elle est presque
Elle est déjà faite, quoi. Elle est déjà faite et du coup, je sais pas si vous vous savez habitué au paysage qu'il y a aujourd'hui, ou que les discours qui vont pour moi vers une agroécologie, du coup à faire l'agronomie qui va avec l'écologie, ils sont pas répandus parce qu'ils sont regardés comme des schémas utopiques ou des schémas de hippies, alors que c'est pas le cas. Mais bon, et en Europe, vous avez récemment commencé à regarder l'agroécologie des pays tropicaux, je sais pas comment ça se dit, mais qui continuent à exister depuis les cultures anciennes. Et je dis pas que les cultures anciennes c'est parfait ou que c'est les schémas. Vous avez toujours raison. Non, c'est pas ça. Mais c'est des types d'agriculture qui continuent à exister et à nourrir les populations. Alors que dans l'Europe, c'est un chemin complètement différent, non? Et il y a plein de gens, qu'est-ce que tu penses toi du fait qu'il y a plein de gens qui disent que c'est hyper utopique de dire que on va réussir à cultiver, tu sais, en faisant des associations végétales, un peu comme la milpa, là, tu sais, soi-disant le truc inspiré du Mexique, là, tu sais, des 3 sœurs où tu fais pousser des courges, des haricots et du maïs et toutes les plantes s'entraident et c'est un peu magnifique. Et tu n'utilises pas de pesticides et tu n'utilises pas d'engrais et la nature est belle et tout. Il y a plein de gens qui disent que ça peut pas marcher à une échelle genre industrielle, entre guillemets, parce que genre là, par exemple en France, on utilise quasiment tous les espaces disponibles, on va dire, pour faire de l'agriculture. Et on fait de l'agriculture genre hyper intensive, mécanisée, avec plein d'engrais, plein d'autres machins et tout. Et il y en a qui disent que en fait, vu que c'est plus compliqué à faire pousser des plantes et à faire pousser, et la productivité est moins bonne dans les méthodes de culture, genre permaculture, agroécologie et tout. Il y a plein de gens qui disent non, mais c'est impossible et tout, on va jamais y arriver, c'est un truc utopiste, c'est un truc justement comme tu dis de hippie et tout. Mais du coup, je sais pas, hein, moi j'en sais rien, je vais pas regarder les chiffres et comment ça marche et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'argument, quoi? Je pense que si tu te mets à penser dans l'idée des mêmes systèmes qu'on a aujourd'hui, enfin chez vous, dans l'Occident, bien sûr que ça peut pas être possible. Parce que tu penses à une échelle industrielle, justement, toi tu l'as dit, les mots industriels c'est quelque chose qu'on devrait, je pense, pas éliminer, parce que c'est sûr qu'on va dépendre des industries qui transforment les choses à un niveau plus complexe d'une certaine manière, mais je pense que il faut arrêter de penser que la nourriture c'est un truc industriel. Pour nourrir le monde, tu as besoin de circuits courts, t'as pas besoin que ton lait il vient du nord de la France jusqu'au sud, si tu habites au sud par exemple, mais tu as plutôt besoin que quelqu'un du sud produise du lait du sud, je ne sais pas ce que ça veut dire ça, mais qui te le donne, qui le donne lui-même à la personne qui le consomme. Du coup, l'agroécologie, c'est pas un truc qui va connecter, je pense, globalement. Oui, les idées, mais je pense que il faut que ça soit des petites échelles de production et des échanges des produits que tu peux pas produire dans un endroit ou dans un autre, mais tu peux pas tout produire dans ton jardin, quoi. Non, pas dans ton jardin, et je pense pas. Je pense que si la néo-paysannerie c'est le futur, si on assume que ça c'est bien rémunéré, que c'est juste social et écologiquement, mais jusqu'à qu'on arrive là, et il va y avoir quelques années, je pense. On va pas pouvoir tout produire tout de suite. On va pas tous devenir des néo-paysans déjà, mais il faudrait qu'il y ait un support énorme pour que les gens qui veulent être agriculteurs soient donnés déjà les premières ressources fondamentales, la terre, et les deuxièmes ressources fondamentales, une paye décente, tu vois, que ça soit pas un truc de riches de pouvoir consommer bio au local, au petite échelle, que ça soit un truc de normal, tu vois. Mais bon, jusqu'à là, je pense qu'il y a quelques temps, mais il faut détruire l'idée de que le système alimentaire doit être
industriel et que ça doit fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui pour que ça soit durable. Ouais, c'est ça, il faut qu'il y ait des changements de fou, mais même dans l'alimentation, tu vois, parce que les gens qui ont ces arguments-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ils disent par exemple, regarde, on mange plein de céréales, en fait, on mange plein de pâtes, on mange plein de pain, on mange plein de brioches, plein de trucs faits à base de farine et donc faits à base de céréales, et que, en fait, c'est hyper chiant, quoi, de couper ton céréale, de sortir le grain, de faire la farine, de nanani, nanana, et qu'il en faut des quantités genre industrielles pour pouvoir supporter notre mode d'alimentation en fait aujourd'hui. Mais du coup, enfin comme tu dis, en fait ça peut pas marcher si on continue comme ça et qu'on veut manger nos brioches pas chères achetées dans des plastiques à Carrefour quoi. Et ça peut pas marcher si on passe en mode agroécologie, permaculture et tout. Du coup, je pense que il faut changer les habitudes alimentaires, ça c'est sûr de toute façon. C'est pour même pour le changement climatique, la consommation de viande, la consommation de produits transformés, tout ça, bref, il faut changer, manger plus de saison, locale, blablabla, comme tu dis. Et aussi, il faut qu'il y ait vachement plus de monde qui travaille là-dedans aussi, quoi. Parce que maintenant, je sais pas combien ça représente la population française, les paysans, je crois que c'est 1%, peut-être 2%, ou moins de 1%, j'en sais rien. Et c'est ridicule, quoi. Alors que, en fait, si on voulait faire les choses bien, il faudrait que tout le monde, beaucoup plus de gens remettent les mains un peu dans la terre, mais personne ne veut le faire parce qu'avec le système actuel, c'est pas rémunéré, c'est chiant, tu te pètes le dos, c'est pour ça qu'il y a plein de suicides aussi, plein de trucs comme ça. Et du coup, c'est compliqué, quoi. C'est des questions qui sont vraiment compliquées. Ça, et des deux, je pense que si c'est une décision personnelle, mais je pense qu'il faut pas pointer du doigt aux gens qui mangent des Cheetos et du Coca-Cola toute la journée parce que, en fait, en vrai, c'est pas la faute de la personne. C'est la faute de ce qu'on regarde qui est normal, non? Ce qui est normal aujourd'hui, c'est que tu manges des pop-corn, il vaut mieux manger avec une Coca-Cola. Alors que ça devrait pas être normalisé que ça soit comme ça. Et ça, c'est aussi un travail des gouvernements, non? C'est politique travailler. de fou. Si, c'est politicien plus que politique. C'est un truc des gouvernements qu'il faut qu'ils travaillent là-dessous. L'autre jour, j'ai lisé un livre d'Alicia Kennedy, qui c'est une gringa mais qui comment ça se dit, revendique ses racines multiples. Et elle parle de comment ça devrait pas être juste pointer du doigt que tu sois aussi vegan, tu vois, en mode les hippies ou les bobos ou les hipsters. Ça devrait être un truc de santé globale, tu vois, de la biosphère, que ça soit les gouvernements même qui fassent ces recherches, ils voient que c'est un truc qu'on a besoin, tu vois. C'est pas dit qu'on doit tous être vegan. Et d'ailleurs, nous, on n'est pas végétariens, ni vegan, mais plutôt un truc de justice, de voir que les systèmes alimentaires qu'on a aujourd'hui, c'est pas normal que ça existe et que ça va pas du tout aller dans le bon sens de la durabilité de notre espèce. Parce qu'après, comme tu dis, peut-être que dans 5 millions d'années, les forêts vont être différentes, tout va changer, peut-être qu'on va pas être là. Non? Donc on s'en fout, la vie elle va continuer, mais nous peut-être pas. Et du coup, pour moi, l'agriculture, c'est les points centraux des discussions de durabilité. Et on revient sur le truc de la viande qu'on voulait parler aujourd'hui. Ouais, mais ça va bien avec, parce que, justement, l'agriculture en général, l'industriel et tout, on pense justement aux champs de blé, aux champs de colza et tout. Mais par exemple, en France, il y a on cultive plein de maïs. Tout le maïs qu'on cultive en France, c'est pas pour le manger, c'est pour le donner aux animaux, parce qu'on mange beaucoup de viande, quoi. Et ici en Bolivie, tu vas dire, mais c'est plutôt avec du soya, en gros, du soja, qui est cultivé de manière massive, déforesté, blablabla, pour donner à manger aux bestioles. Justement pour supporter une espèce d'alimentation qui est ici en tout cas hyper carnée. Les gens mangent beaucoup de viande. En France on mange aussi énormément de viande, je sais pas les chiffres, mais que c'était peut-être pas exactement la même organisation avant. Je sais pas. Toi tu travailles dans des communautés là qui sont
des petites villes, des petits villages et tout, et eux en fait ils ont peut-être moins d'élevage et ils continuent de chasser en fait pour subvenir à leurs besoins de viande. Je sais pas comment ça se passe. Si j'imagine qu'ils ont des poules, des trucs comme ça, 3 cochons, des bestioles, mais ils continuent à chasser. Est-ce qu'ils mangent autant de viande que ici? Là par exemple, là on enregistre ça à Santa Cruz et tu manges de la viande matin, midi et soir. Mais c'est une question intéressante, mais déjà, je voudrais dire que ça, c'est très moderne. De manger la viande, c'est moderne. C'est pas un truc qu'on faisait dans les cultures anciennes, je pense, dans tous les pays. C'était un luxe. Je sais pas comment c'était en Europe. Ouais, c'était peut-être différent en Europe, mais c'était plus un truc occasionnel. C'était pas un truc de manger la viande tous les jours comme on mange aujourd'hui dans les villes. Au moins, dans ma ville, juste des observations que j'ai fait, et dans la ville ici où on est aujourd'hui à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, on mange beaucoup de viande, mais c'est un truc récent. En fait, et ça fait partie, je pense, de l'idée des nutriments qu'on nous dit qu'on a besoin. On nous dit qu'on a besoin des protéines. Et du coup, on pense que la protéine, elle se trouve que dans la viande. Mais c'est un truc qu'on pense, mais en fait, la protéine, on peut la obtenir de plusieurs aliments, dont les végétaux. Donc, oui, déjà, ça, c'est un truc des villes. Mais la chasse, dans les communautés indigènes, par exemple, où je travaille, c'était la règle. Non, c'est la règle jusqu'à aujourd'hui. Tu chasses et si tu as besoin de viande et tu n'as pas un poulet ou une vache ou quoi que ce soit, et tu as besoin de protéines et tu veux manger de la viande, tu chasses. Mais encore une fois, tu chasses pas tous les jours. C'est pas un truc que tu vas faire tous les jours parce que ça représente un effort énorme d'aller chasser. Tu dois aller poursuivre l'animal, tu dois aller loin, tu dois avoir un outil pour les tuer, attendre, les nettoyer, les sécher pour qu'ils ne pourrissent pas. Même si aujourd'hui il y a des frigos, il ne faut pas dire non plus que la technologie c'est un truc des villes, mais ça représente un effort qui est assez grand. Mais quand même, c'est un truc important. J'ai lu que ça représente presque la moitié des protéines qui obtient les peuples indigènes. Par exemple, un peuple indigène en Colombie, ils ont fait une étude et ils ont dit que ça représente 8 grammes de protéines qu'ils consomment sur 20 que tu en as besoin. Par exemple. Donc, c'est presque la moitié. Donc, ça représente une quantité importante, mais c'est pas un truc que tu fais tous les jours. Je sais pas comment c'est la chasse en Europe pour avoir un peu les contextes de comment. Ouais, juste c'est où toi que tu travailles plus ou moins, pas les noms exacts des communautés, mais dans quelle région? Je travaille dans les forêts sèches de Bolivie, dans la région de la Chiquitania. Ouais, mais en Europe c'est hyper compliqué l'histoire de la chasse. Enfin, en France en tout cas. Après je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais il y a plein de problèmes, il y a plein de légendes un peu urbaines, il y a plein de mauvaises foi aussi, de trucs qui sont dits, qui sont pas forcément vrais. Je sais pas, c'est un peu compliqué. En vrai, en Europe, on a un énorme problème. Je vais repartir du point de vue vraiment d'écologie, comment moi je le vois, non, d'un point de vue d'écologue, on va dire. C'est que en France et même en Europe, on n'a plus de grands prédateurs. Du coup, ça c'est un énorme problème. Les grands prédateurs, c'est genre les lynx, les loups par exemple. Il semblerait qu'il y avait même des lions avant dans le sud dans le pourtour méditerranéen. Enfin voilà, il y avait plein de grands prédateurs il y a avant en Europe, et maintenant il n'y en a plus. Et du coup, les grands prédateurs, ce qu'ils mangent... Et pourquoi il n'y en a plus? Il n'y en a plus parce qu'on les a flingués. Parce que ça nous enquiquine déjà de base. Enfin, même si c'est des trucs il y a très longtemps, hein, disons, je sais pas, il y a plus de 10 000 ans au moment de la dernière glaciation, etc. Je pense qu'on était déjà directement en compétition avec ces grands prédateurs en tant que Homo sapiens, quoi, en tant qu'être humain, parce que c'était des grosses bêtes
et ils mangeaient de la viande, et nous on mangeait de la viande, et eux ils pouvaient nous manger aussi potentiellement, donc c'est vite devenu, je pense, un peu nos ennemis. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, en France, on a toujours une mauvaise image du loup. Le loup, c'est c'est un peu le méchant qui va venir te bouffer dans tous les contes. Le loup, c'est le méchant. C'est un peu de la vision. Je sais pas, il est un peu charismatique parce que c'est un animal méchant, mais parce que je pense que depuis super longtemps, vu que c'était qui pouvait potentiellement nous bouffer une jambe ou quoi, tu vois, on était un peu en compétition avec tous ces grands carnivores. Bref. Et du coup, on les a tous flingués. Donc maintenant, il n'y en a presque plus. Le loup, il commence à revenir petit à petit. Mais alors, il y a plein de problèmes. On va pas aborder ça parce que ça va durer des heures. Mais il y a plein de problèmes sur soi-disant que ils mangent des troupeaux. Du coup, ils prennent un peu la place. Et c'est compliqué pour les bergers. C'est sûrement vrai, tu vois, jusqu'à un certain point. Et les lynx, je sais même pas. Je pense qu'il y en a très peu dans les Alpes. Mais ils commencent à revenir aussi, blablabla. Mais le problème de ça, c'est que si on n'a plus de grands carnivores, eh ben, on a de plus en plus d'herbivores qui se reproduisent et qui pullulent, parce qu'il n'y a plus rien pour les maîtriser, entre guillemets. Il n'y a plus rien pour les réguler, comme disent les chasseurs. Et c'est hyper compréhensible que, bah voilà, si tu n'as plus de carnivores qui mangent les herbivores, les populations d'herbivores, ils vont grandir jusqu'à ce que ils puissent consommer toute l'herbe et toutes les feuilles et toutes les petites plantules qu'ils peuvent trouver. Et donc, ça peut poser des problèmes, notamment pour l'agriculture, avec les sangliers qui vont retourner la terre. Il y a des problèmes aussi au niveau de la régénération des forêts, parce que les petites plantules, les petits arbres qui poussent comme ça au sol, ils sont accessibles par les herbivores, genre, je sais pas, les cerfs, les biches, vers chez moi, là, dans la montagne, les chamois, les bouquetins, les trucs comme ça. Ils aiment bien manger les petites herbes un peu tendres, les petites plantes un peu tendres. Et du coup, ça pose des problèmes que, bah voilà, les forêts, elles peuvent pas se régénérer. Ça veut dire que les nouveaux individus, ils peuvent pas grandir, ils peuvent pas refabriquer des arbres parce que ils sont directement bouffés par des cerfs, des biches, des choses comme ça. Du coup, voilà, en fait, c'est tout l'écosystème qui est un peu perturbé. Et du coup, c'est un peu l'argument des chasseurs de dire, bah voilà, il faut qu'on régule du coup les populations d'herbivores parce que, enfin ça ils le disent pas, mais en gros parce qu'il y a plus de grands carnivores qui sont capables de les chasser. Le problème, c'est que c'est une thématique giga compliquée en France, mais en réalité, il y a aussi tout un entretien de la part des chasseurs, de certains chasseurs en tout cas, des populations de sangliers, de choses comme ça. Ils leur donnent à manger. Alors, c'est toujours justifié en disant, mais oui, mais comme ça, on les éloigne des champs agricoles, ou alors ils élèvent certaines bestioles avant de les relâcher pour pouvoir les chasser après, etc., etc. Bref, le problème, c'est qu'on voit ça vraiment que, tu sais, juste d'un angle très fermé, en mode t'as les écolos d'un côté qui disent oh là là, les chasseurs, ils sont trop méchants, ils tuent des bêtes, alors qu'il faudrait pas tuer les bêtes. C'est des bêtes qui ont des sentiments, qui sont sentientes et tout, ce qui est potentiellement vrai. Hein. Enfin, je pense que c'est vrai, tu vois, que c'est des animaux comme nous, quoi, qui ressentent la peur, tout ça. Donc, il faudrait pas les tuer et tout. Et de l'autre côté, il y a les chasseurs qui disent oui, mais regardez, il y en a plein partout. En fait, nous, on sert à équilibrer l'écosystème, et donc du coup, on chasse pour. En fait, ça aide tout le monde, et vous avez pas, en gros, les couilles entre guillemets de tuer la bête pour pouvoir la manger vous-même. C'est plus facile d'acheter des steaks hachés congelés au supermarché, alors qu'en vrai, il faut tuer la bête, blablabla. Bref, c'est hyper compliqué, mais l'idée, c'est que, ce que moi j'en pense en tout cas, c'est qu'on n'a pas besoin de chasse en France. Tu vois. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir de chasse à petite échelle, que nanani nanana, mais on sait très bien que le lobby de la chasse, c'est un lobby qui est très très puissant, qui est très proche du pouvoir actuellement, en 2024, sous le gouvernement Macron, et qui a aussi des intérêts là-dedans, politiques, électoraux, etc., etc. C'est très compliqué. J'ai deux questions. Vas-y. Une, c'est d'où elle vient la chasse en France, au moins, parce que tu peux pas parler de l'Europe, mais d'où elle vient la chasse, de quel contexte et pourquoi elle est liée au pouvoir? Ouais, alors je suis pas spécialiste de la chasse, hein, donc je veux pas dire d'énormes conneries, mais en gros, ça fait tellement longtemps en France en tout cas et en Europe qu'on n'a plus de forêt, qu'on n'a plus trop d'animaux, qu'on n'a plus de machin. Il faut pas voir la chasse comme un truc comme ici en Bolivie de subsistance, on va aller chasser un cerf une fois de temps en temps, qu'on va partager dans le village et tout. C'est pas vraiment comme ça. À l'époque,
la chasse, elle était réservée en fait plutôt à une élite qui avait ses propres terres, ses propres forêts, et c'est encore un peu le cas actuellement d'ailleurs, et où les gens les plus riches entre guillemets allaient chasser leurs petites bestioles juste pour parce que voilà, c'était une activité un peu stimulante et tout, mais en vrai, dans l'histoire récente, ça ressemble plutôt à ça, la chasse. C'est pas un truc de subsistance, etc. On a toujours, enfin, depuis très longtemps en Europe, on a des animaux d'élevage, le cochon, la vache, tu vois. Et à l'époque, c'était plutôt ça. En gros, tu zigouillais un cochon dans ton village, tu faisais tout. Tu sais, on dit tout est bon dans le cochon en France. Tu utilises tous les morceaux pour faire des trucs à manger. Tout le monde partage, tac, tac, tac. Hop, là, c'est fait. Mais c'était pas une idée d'aller chasser la bestiole en fait. Ouais, c'était plutôt réservé à une élite avant. Mais pourquoi ça serait lié au pouvoir aujourd'hui? Ah, de ce que j'ai dit aujourd'hui? Je sais pas, j'ai pas tous les exemples en tête, mais enfin, aujourd'hui, le gouvernement, il est assez proche des chasseurs et il laisse beaucoup de passe-droit à la chasse, aux chasseurs. Il a baissé le prix de la licence de chasse. On autorise en France la chasse de plein d'espèces qui sont protégées, qui sont pas forcément ce qu'on pourrait qualifier de nuisibles entre guillemets. C'est encore un autre débat, mais voilà. Du coup, par exemple, tu as des espèces qui sont protégées à l'échelle européenne, mais en France, on a des dérogations pour pouvoir les chasser. On a des types de chasse qui sont autorisés en France qui sont horribles, les trucs où tu vas déterrer les blaireaux dans leur terrier pour les flinguer, pour les éclater à coups de batte, je sais pas quoi. Bref, c'est horrible, tu vois. C'est vraiment moche. Moi, je suis pas fondamentalement contre la chasse, tu vois. C'est juste que je pense, moi, qu'en France, on n'a pas besoin d'autant de niveaux de chasse. C'est sûr qu'on a des problèmes de régulation des herbivores, des machins comme ça, mais que pour l'instant, on fait semblant de s'en occuper, en fait, tu vois. On zigouille 10, 15, 20% de la population de loups tous les ans, et d'un autre côté, on se plaint qu'il y ait trop d'herbivores et qu'il y a des problèmes, etc. Et que, tu vois, on n'essaye pas vraiment de trouver une solution à tout ça, en fait. Et du coup, pour moi, tout ça, c'est politique. Et aussi, je disais que c'était politique parce que je pense qu'à des fins électorales et tout, c'est toujours bon pour un président, tu vois, surtout d'un président, comme Macron actuellement, qui a vraiment une image de mec un peu, tu sais, banquier, un peu parisien de la ville, hyper urbain. C'est toujours intéressant pour lui d'avoir une image de gars. Ouais, moi, je suis un peu proche du peuple. La preuve, j'aime trop la chasse, et puis du coup, je jette trop les chasseurs. Et je pense que c'est intéressant d'un point de vue, tu vois, pour se faire élire et pour gagner 3 voix, tu vois, dans les ruralités. Mais du coup, aujourd'hui, la chasse, elle est pas liée à l'élite. Elle est plus une pratique des paysans. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, ça doit encore exister des gens qui se la pètent un peu. C'est sûr que ça existe, mais aujourd'hui, non, c'est plutôt des paysans, des gens qui habitent dans la campagne, dans les petits villages ruraux, qui vont chasser parce qu'ils aiment bien ça, je pense, hein, en vrai. Tu vois, c'est un peu ça le côté focus, c'est que il y a tout ce truc en mode oui, nous on régule, etc., etc. Et je pense qu'il y a juste des gens qui aiment bien chasser, et bon, voilà, chacun son délire entre guillemets. Hein. Mais on avait déjà discuté de ça avec toi avant, mais moi je me demande, c'est quoi la différence entre avoir le plaisir de tuer un cerf, disons, et d'aller acheter une barquette des ailes de poulet à Intermarché. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi je suis pas fondamentalement contre la chasse, parce que, enfin, pour moi, si tout le monde, c'est un peu l'argument de base, mais si tout le monde devait tuer sa propre vache, son propre cochon et tout avant de bouffer la viande, il y aurait vachement moins de carnivores sur la planète, c'est sûr et certain, quoi. Surtout si tu devais élever toi-même ton petit cochon et ton petit machin. Du coup, je suis pas fondamentalement contre. Je suis plus énervé des faux arguments, de ce côté un peu, tu sais, genre on s'occupe des écosystèmes, de l'écologie et tout, en chassant entre guillemets, alors qu'en vrai c'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas si binaire que ça, tu vois. Yeah, mais du coup c'est peut-être ça. Enfin, je sais pas, je connais rien, mais je me dis que c'est important de ne pas tout mettre dans les mêmes sacs. Tu vois, tu peux pas mettre la chasse comme la chasse dans un sac où tu dis c'est mal, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment des problèmes avec les animaux herbivores et c'est
c'est pas faux ce que tu dis, c'est le problème de qu'il n'y a pas de prédateurs. Et ça, c'est un autre problème aussi c'est intimement lié quand même. Que vous savez depuis longtemps. Les écosystèmes, ils sont tellement ils vont tellement mal qu'il n'y a plus de top prédateurs comme on appelle. Et bien sûr que toute la chaîne qui a déçu le trophique va être cassée, non? Ça, c'est le problème central. Mais bien sûr qu'il faut mettre ça sur la table. Mais il faut mettre aussi sur la table aujourd'hui qu'il doit y avoir des gens qui ont des problèmes, il doit y avoir des gens qui le font pour plaisir, il doit y avoir qui le font parce que c'est sa tradition comment ça se dit, des gens riches, parce que c'est vrai ça, et qui le font juste par plaisir. Et il doit y avoir toute une nuance des gens qui font la chasse, comme il y en a ici aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font la chasse qui est des chasses de subsistance, mais il y a aussi des gens qui font la chasse parce qu'ils veulent vendre la viande, mais il y a aussi des gens qui font la chasse parce qu'ils veulent vendre des peaux ou des dents ou des choses qui sont pas nécessairement nécessaires pour survivre, disons. Ouais, et juste pour finir, je dis pas du tout en mode que les gens qui vont chasser, ils ont rien compris, ils aiment trop pas la nature, nanana. Pas du tout, d'autant plus que je pense que la majorité des gens, pas tous, il y a des connards partout, mais la majorité des gens qui chassent, ils utilisent tout ce qu'ils trouvent, ils utilisent toute la bête, quoi. Tu vas chasser un cerf, tu vas utiliser toute la bête, tu vas faire des saucisses, tu fais ce que tu veux, tu fais de la viande, tu fais des machins. Il y en a qui chassent juste par plaisir pour flinguer et tout, c'est obligé, ça existe, mais en vrai, la majorité, je pense pas que ce soit ça, tu vois. Mais du coup, comment c'est moi je vais aller chercher une bière. Comment c'est ici la chasse et c'est quoi les problèmes? Parce que par exemple, moi j'ai de ce que j'ai lu par exemple des rapports de l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC mais pour la biodiversité, la surconsommation de plantes et d'animaux, c'est une des causes principales de la disparition de la biodiversité. Et en fait, la viande de brousse, comme ça s'appelle, c'est-à-dire aller chasser des animaux sauvages, c'est une des causes principales de disparition des espèces. Et du coup, comment toi tu vois les choses ici? Parce qu'au final, si les gens ils chassent trop les animaux, ok, c'est mal, ils vont disparaître, la biodiversité, tout ça, mais au final, ils n'ont plus rien à bouffer non plus, quoi. Du coup, et d'un autre côté, tu peux pas tout déforester pour faire, tu vois, des champs entiers pour cultiver des vaches, quoi, tu vois. Du coup, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Si, avant ça, je voulais juste qu'on finisse dans le contexte européen par nuancer et par dire que n'est pas tout est blanc ou noir et qu'il n'y a pas un type de chasseur qui existe en Europe non plus. Je pense, non? Je sais pas, salut. Et je pense qu'il y a aussi à essayer d'approfondir ce type de discussion, non? C'est pas les chasseurs mauvais et les gens qui mangent du poulet des intermarchés gentils, tu vois. Et justement ça, il faudrait les problématiser. Comment tu peux juger quelqu'un qui fait la chasse, qui est une personne qui essaye plutôt de protéger ses champs, disons, comparé à une personne qui va acheter la viande tous les jours à un supermarché industriel où tu as aucune connexion avec les sangs, la mort, et les intestins qui sont dedans une bête qui meurt pour que tu manges un burger. Donc ça, il faut essayer de réfléchir à tout ça, mais c'est pas non plus mon argument que toute la chasse européenne ça soit bien parce que je connais pas trop, mais je pense qu'il y a des nuances. Ouais, bien sûr. Et d'autant plus que de toute façon d'acheter de la viande en supermarché et tout, genre de basse qualité, etc. En fait, c'est probablement, moi je pense que c'est probablement pire parce que ça participe beaucoup plus à la déforestation, au changement climatique, du coup à la perte de la biodiversité, parce que typiquement, ça c'est vrai qu'on l'a pas dit parce que, mais on parle de déforestation ici pour planter du soja. Une bonne partie de ce soja, alors peut-être pas ici en Bolivie, mais en tout cas en général, est exporté après, par exemple en Amérique du Nord, par exemple en Europe, pour pouvoir donner à bouffer à des poulets sous antibiotiques qui poussent en 8 semaines, pour qu'ensuite ils se retrouvent dans ton assiette.
Donc, en fait, tout ça, c'est pour ça qu'on parlait aussi d'agriculture au début, de déforestation aussi, parce qu'en fait, tout ça, c'est tout lié, quoi. Et en fait, c'est pas que des problèmes, on va dire, de société, des problèmes de point de vue, des problèmes politiques, c'est aussi des problèmes écologiques hyper graves, quoi. C'est peut-être même les problèmes principaux écologiques aujourd'hui, quoi. Si. Moi, je pense que les problèmes écologiques qui sont dans notre assiette et qu'il faudrait revoir tout ça depuis notre assiette. Et il y a plein de gens qui discutent ce type de choses, mais empiriquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, nous, on a beaucoup de travail pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Mais bon, maintenant, il faut y aller sur les types de chasses. Tu m'avais demandé quoi? Tu m'avais dit... Comment ça se passe ici, ou comment toi tu vois les choses ici en Bolivie de manière générale, ou peut-être dans les endroits où tu étudies, comme tu veux, dans le sens où où la viande de brousse, donc les animaux sauvages qui sont chassés, t'avais dit, c'est quasiment la moitié des protéines ingérées des gens, et du coup, c'est peut-être pas durable dans le temps ou pas, je sais pas, tu vas nous dire, est-ce que c'est durable dans le temps, ce genre de pratique? Et aussi, est-ce que c'est pas problématique justement de chasser à perte ce type d'animaux? Parce qu'en fait, oui, ok, c'est mauvais pour la biodiversité pour plein de raisons et on va pas rentrer dans les détails, mais ça peut être aussi mauvais pour les gens, en fait, s'ils ont cette habitude de manger de la viande de brousse. Si un jour il y en a plus parce qu'on a surchassé, je dis on parce que ça s'intègre dedans comme humain, quoi. Mais si on a surchassé et qu'après il n'y a plus rien à bouffer, ça pose d'autres problématiques aussi, tu vois. Si. Mais encore une fois, je pense qu'il est toujours avec des nuances. Il faut jamais dire c'est blanc ou noir, mais il faut se dire que déjà il y a plusieurs types de chasses ici dans les tropiques, je pense en général, mais ici en Bolivie au moins. Et un type de chasse, c'est pour éviter les nuances, comme d'habitude, non? Des problèmes des gens qui ont avec les nuisances, avec les jaguars qui bouffent les vaches, par exemple, les bétails en général. Mais ça, on va pas en parler parce que c'est pas un truc que je connais beaucoup, mais c'est un type de chasse. Et après, il y a les types de chasse des survies aussi. Et il y a les types de chasse les types de chasse illégales qui sont pas pour la subsistance directe, mais plutôt pour la vendre, non? Par exemple, une peau de jaguar, encore une fois. Et ça, c'est aussi un truc que je connais pas trop. Ça rentre dans l'idée du braconnage, de machin comme ça. C'est encore d'autres choses. Je pense que ça contribue beaucoup aux chiffres qui gonflent la quantité d'animaux qu'on chasse, parce que c'est super important jusqu'à aujourd'hui de chasser des peaux pour la mode ou pour des trucs comme ça. C'est assez important et je sais pas, ça c'est un autre sujet qu'il faudrait discuter encore. Mais on va avoir dans la tête que c'est pas juste la chasse de subsistance qui existe dans la chasse ici, au moins en Bolivie. Et du coup, la chasse de subsistance, que c'est pour obtenir des protéines, c'est assez importante, mais elle est aussi nuancée. Il y a des gens qui vont vendre la viande, mais qui est moins commun quand même. Un pourcentage vachement plus. J'avais lu, je pense, 70% des gens qui chassent pour la subsistance, ils utilisent la viande directement. Okay. Et l'autre pourcentage, ils les vendent ou ils s'échangent. Du coup, c'est aussi une manière, je pense, de subsistance. Ici, en Amérique latine, au moins en Bolivie, j'ai observé qu'il y a beaucoup d'initiatives pour faire une chasse durable, parce que c'est connu que les gens ils vont consommer la viande de la forêt. Et c'est sûr que c'est pas bien fait tout le temps. Moi, j'ai jamais dit que parce qu'on est indigène et parce que c'est des pratiques culturellement anciennes, c'est des trucs qui sont bien. J'ai jamais dit ça. Je pense que les pratiques anciennes et culturellement appropriées, c'est un truc giga intéressant à travailler,
mais la culture, c'est un truc qui évolue tous les jours. Et du coup, c'est pas un truc qui est pas questionnable, ou que c'est un truc qui est pas mutable, tu vois. Et du coup, déjà ça, mais de mon expérience, j'ai vu que j'ai travaillé pour faire un plan de chasse, donc d'avoir les chiffres qu'on peut chasser d'une espèce de rongeur, il y a beaucoup d'années, 2011, et ça n'avait pas fonctionné. Quoi comme espèce de rongeur, parce que... Cuniculus paca. Ouais, mais c'est des gros rongeurs, quoi. C'est pas des rats ou quoi. 10 kilos, 8 kilos. La taille d'un petit chien, quoi. Si, mais c'est giga bon, d'ailleurs. Mais les gens... Je pense que dans tous les sujets de conservation, il ne faut jamais en parler juste entre biologistes, entre gens qui font la conservation. Il faut toujours essayer d'intégrer les narratifs des gens qui sont là-bas, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés, non? Et surtout de les intégrer dans la recherche. Parce que ça ne sert à rien que moi, comme chercheuse, j'y aille et j'ai dit « Ah, il faut chasser 4 Hochi Pintado par an ». Si tu n'as pas compris pourquoi, tu sais pas ce qui se passe, pourquoi 4 Mais du coup, il faut l'observation tout le temps. C'est vrai que les chasseurs, c'est les premiers gens qui observent. Pour moi, c'est les gens qui connaissent les plus. C'est pour ça que je questionne aussi qu'est-ce qui se passe en Europe, quelle place on leur donne, c'est quoi leur catégorie. C'est pas juste de regarder, de pointer du doigt, je sais pas. Mais ça, c'est un truc que toi, tu dois connaître plus. Mais ici, au moins, c'est des gens qui connaissent beaucoup les choses qui se passent. Peut-être pas dans les mêmes mots, peut-être pas dans les mêmes... Ils vont pas connaître les espèces scientifiques, blablabla, non? Et on s'en fout. Mais c'est plus... Ils connaissent qu'est-ce qui se passe. Peut-être pas dans tous les cas. Parce qu'il faut pas non plus dire, ah, les indigènes... Non. Pero... Ils connaissent le milieu, en tout cas. Ils connaissent le milieu, ils connaissent à quelle période ils passent, à quelle période pas. Mais du coup, il faudrait que ça soit eux les premiers appliqués. Mais je sais que ça marche dans certains cas. J'ai vu des expériences de la Wildlife Conservation Society, que c'est une institution assez forte ici qui travaille avec les communautés et qui ont des plans de chasse assez bien structurés avec les gens qui sont dans les communautés et qui savent combien d'individus il y en a. Ils s'autorégulent pour chasser des tapirus terrestris et du coup, ils savent que ça, c'est l'espèce la plus cherchée parce qu'elle est énorme, elle est grande. C'est les gros tapirs, là. Mais du coup, ils savent qu'il n'y a pas beaucoup et du coup, ils s'autorégulent pour ne pas être trop chassés. Ils chassent plus comment ça s'appelle, les pécaris, parce qu'ils sont plus abondants. Du coup, il y a des expériences qui sont assez bonnes et il y a des expériences qui sont assez mauvaises, comme celle que j'avais fait, où les gens, ils sont pas acceptés du tout que c'était 4 individus parce que les densités, c'était assez basses et ils se sont dit, on s'en fout et on va continuer à chasser. Du coup, il y a du travail à faire, mais je pense que si tu travailles avec les gens qui font la chasse, c'est possible. Mais tu sais, c'est compliqué parce que regarde, si dans ces villages, dans ces endroits et tout, ils ont chassé depuis plusieurs générations les mêmes animaux et tout, et qu'ils voient des gens arriver de la ville, arriver de l'Europe, arriver des universitaires qui arrivent comme ça et qui leur disent les gars, il faut arrêter de chasser, sinon ça va mal se passer. Si toi t'as toujours vécu un peu comme ça, tes parents aussi, tes grands-parents aussi, peut-être que t'arrives pas à te rendre compte non plus, tu vois, qu'en mode un jour, tu peux ne plus avoir rien à chasser parce que tu vas tout flinguer, tu vois. Du coup, c'est compliqué pour les gens aussi de capter ce genre de truc. Tu vois, nous, on étudie ça matin, midi et soir. Du coup, pour nous, ça paraît évident que si tu chasses trop de bestioles, un jour, il n'y en aura plus. Mais c'est peut-être pas si, tu vois, c'est pas si instinctif que ça. Non, mais pour beaucoup ça, c'est évident aussi parce que dans l'évidence, tu dois plus marcher pour trouver un tapir. Du coup, ils ressentent déjà le manque, entre guillemets. Bien sûr, c'est pas non plus que c'est des gens qui ont aucun
c'est eux les premiers à s'impliquer, c'est eux les premiers qui ressentent les manques des individus dans les environnements où ils chassaient avant, tu vois. Ah, du coup, c'est déjà quelque chose qui se ressent. Parce que moi, je me disais, tu sais, si tu ressens pas, tu vois, qu'il y a moins de bestioles, qu'il y a moins de trucs, tu vois, mais qu'en fait, tu en prends trop de ce qui devrait. S'il y a quelqu'un qui vient te dire, hey, il faut arrêter parce que c'est mal, et que toi, tu vois pas de différence dans la vie quotidienne, tu vois, tu vas te dire, bah. Il doit y en avoir aussi des cas où ils voient pas trop la différence, mais il y en a plein de cas aussi où ils voient ça. C'est pas non plus que c'est un truc qui est pas connu. Et du coup, est-ce que ça existe typiquement justement des communautés ou des gens qui se disent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive plus à trouver de bestioles? Est-ce qu'il y a des cas où eux, ils essayent de se rapprocher justement de gens qui travaillent là-dessus pour essayer de trouver un plan un peu, fiable? Si, beaucoup. Et il y a beaucoup de cas où tu vois que, pour moi, le plus important quand tu travailles avec des communautés indigènes, et je l'ai dit à tous les gens avec lesquels je travaille, c'est pas d'aller donner des cas d'études ou des réponses comme ça en mode « on m'a étudié les abeilles ». Non, tu dois écouter qu'est-ce qu'il y a comme problème. Qu'est-ce que tu vois comme problème chez toi? Parce que toi, comme biologiste, tu vas chez quelqu'un. Toi, t'es pas le roi du monde qui connaît tout. Peut-être qu'ils voient pas du tout les problèmes avec les pécaris, mais que si tu dialogues, tu vas trouver quelque chose qui va pas. Mais peut-être que ça va pas être les pécaris, mais que tu vas trouver une autre espèce qui va t'amener aussi au problème du pécari. Mais il faut aller avec les espèces que les gens ils voient. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que pour moi, depuis mon regard de latino-américaine, c'est que en Europe, vous regardez beaucoup d'en haut les gens qui habitent dans la campagne, les gens qui sont des chasseurs, les gens qui sont des paysans, les gens qui sont des agriculteurs, même ceux qui sont des terratenientes, qui ont beaucoup de terres. Vous les regardez d'en haut et vous donnez des réponses assez précises dans des problèmes que vous voyez, mais qui sont pas vraiment peut-être les problèmes que les gens y sont. Et du coup, je vois, ici en Amérique latine, il y a beaucoup les dialogues des savoirs qu'on appelle, que c'est de dialoguer de qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que moi je sais comme biologiste ou comme agronome. Et ça, c'est un truc qui fait, je dis pas qu'on va arriver dans des trucs parfaits, de dire, la chasse est parfaite, on est tous d'accord qu'il faut chasser 4 cochons par an. Non. Nous, on est une espèce conflictive. On l'a déjà dit beaucoup avec toi. On est une espèce qui va toujours habiter dans des conflits, mais c'est les dialogues dans les conflits qui vont faire que les choses avancent ou pas. Il faut tester des choses qui marchent pas. Ouais, de fou. Et puis surtout, en tant que biologiste, que écologue et tout, c'est pas parce que tu as appris des trucs avec des modèles, pour caricaturer, avec des modèles mathématiques, tu sais, comment ça s'appelle, les équations comment c'est, Lotka-Volterra, je sais pas quoi, là, tu sais, des proies-prédateurs, que, si t'as plus de prédateurs, t'as moins de proies, et du coup, si t'as plus de proies, t'as plus de prédateurs, et que c'est hyper simple, et que c'est, non, tu vois, la vie réelle, elle est forcément différente. Mais c'est pour ça, ça sera peut-être, on pourra en parler une autre fois, mais c'est pour ça que c'est intéressant, moi je trouve, la manière dont évolue la conservation de la biodiversité et tout, dans tous ces aspects, d'essayer de comprendre un peu comment ça se passe pour de vrai chez les gens, que ce soit ici en Bolivie ou même, tu vois, en France, que tu essaies de comprendre un peu ce que les gens y vivent dans leur territoire et pas que tu arrives comme petit intello universitaire qui connaît tout sur tout alors que tu n'as jamais mis les pieds quelque part, quoi, tu vois. Si. Et surtout aussi, je pense que c'est super important d'habiter les territoires où les gens ils sont des agriculteurs ou des paysans. De partir d'un territoire, ça fait changer toute ta vision. Parce que si toi, tu viens de Paris, on va dire que c'est la caricature des Français, mais que Paris, c'est pas du tout la France. Mais bon, si tu viens de Paris et tu viens dire des trucs beaux chaque 2 mois, ça sert à rien. Il faut y habiter les territoires, il faut savoir les observer, les écouter et après dire si les choses elles vont bien ou pas. Parce que c'est pas parce que t'es chasseur que t'es mauvais, mais c'est pas parce que t'es chasseur que t'es gentil non plus. C'est pas parce que t'es chercheur que t'es bon non plus. Et c'est pas parce que t'es indigène que t'es gentil, et c'est pas parce que t'es pas indigène que t'es méchant. Et l'inverse, tu vois, moi je me revendique
comme indigène de la ville, mais c'est pas pour ça que je connais ou que les gens ils vont m'accepter comme indigène d'une communauté. Tu vois, et c'est pas pour ça que je connais les choses, comment elles se passent dans une communauté. Donc, toujours avec des pinces et toujours à y aller avec les gens parce que on est partie du problème et il faut qu'on soit partie de la solution. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que la première étape, que ce soit pour l'agriculture, pour la chasse, pour tous ces trucs-là, c'est qu'il faut partir du constat que je pense que tout le monde peut faire, c'est qu'il y a un problème, quoi. Tu vois, les gens qui cultivent la terre, ils ont des problèmes parce qu'ils ont des bestioles qui viennent retourner leur champ. Tu vois, les écologues, ils vont dire qu'il y a un problème parce que les écosystèmes, ils sont pas équilibrés, nanana, et de comprendre que tout ça, c'est lié, quoi, par exemple. Tu vois. Et surtout, je pense, l'autre fois, j'ai parlé à l'université et je disais que pour moi, c'est important de regarder que les racines du problème, c'est de ne pas nommer les choses en profondeur. Parce que c'est pas, il y a des problèmes, il y a trop de bestioles, ou on chasse. Il faut les flinguer. Non, le problème, c'est de dire mais pourquoi, et c'est le capitalisme, et c'est les gouvernements qui donnent pas assez de support aux gens. Du coup, il faut que la recherche et l'agriculture et tout ce qu'on fait, ça soit politique, que ça soit politisé en tout cas. Si, non, mais qu'on a des mouvements sociaux qui regardent notre vie au-delà d'avoir de l'argent, au-delà d'avoir des profits en termes monétaires, c'est de regarder c'est quoi le problème de notre survie. Et là, tu vas regarder les vrais problèmes. Les problèmes, c'est pas les chasseurs, les problèmes, c'est pas l'agriculture des gens de tous les jours. Le problème, c'est le modèle économique. Mais bien sûr que ça, c'est pas les trucs qu'on doit tous étudier, mais au moins, il faut savoir reconnaître les racines, non? Nous, on n'est pas un économiste, on n'est pas des sciences sociales ou politiques, mais on peut reconnaître des patrons écologiques qui sont liés à un problème plus profond qui est de notre espèce humaine. C'était une belle conclusion.